Ce film va tellement diviser. Eddington. Bien d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez êtes tranquille, après on va tout spoiler. Eddington est l'histoire d'une petite ville américaine dans laquelle les gens subissent les restrictions Covid qu'ils n'apprécient pas. Deux camps vont se dresser, d'un côté un shérif qui en a marre et de l'autre côté le maire en place qui veut les respecter. Beaucoup d'attentes me concernant par rapport à Eddington parce que j'aime beaucoup Ari Aster, hein, vraiment j'ai aimé tous ses films, Midsommar, Hérédité, Boys Afraid aussi que j'ai beaucoup défendu, et là il nous propose une œuvre qui a énormément divisé à Cannes, donc forcément, moi, juste par rapport à ça, je l'attendais, parce que j'aime bien les œuvres qui divisent, vous avez beaucoup de chance d'aimer une œuvre qui divise, comme vous avez beaucoup de chance de la détester, du coup, forcément, j'étais curieux par rapport à ça, est-ce que j'allais détester, est-ce que j'allais aimer, donc j'avais hâte de le voir, le casting est génial, le concept de fou de parler du Covid, j'ai l'impression qu'on l'a un petit peu vu, mais jamais comme ça, vraiment, en tant qu'élément principal de l'œuvre, c'est quelque chose de différent aussi par rapport à la carrière d'Ari Aster, qui a fait beaucoup d'horreur psychologique, là, il s'attaque à un nouveau truc, à un nouveau genre, t'as l'impression, le western psychologique, Covid contemporain, mais est-ce que c'est bien? Comme vous l'avez compris, c'est une petite ville américaine en plein Covid mai 2020. Il y a deux personnages, un shérif, symbole d'autorité, de justice, un peu conservateur, mine de rien, républicain, et un maire clairement démocrate, pro-vaccin, masque, pro-non dans ses réunions Zoom, et la rivalité va avoir lieu par rapport à ça, mais aussi par rapport à des choses personnelles qui seront exploitées dans le film, c'est par rapport aux règles Covid, et c'est là que va naître une sorte de compétition électorale, parce que le maire en place doit se faire réélire, et de l'autre côté, lui qui veut aussi se présenter afin de lutter contre le Covid et contre cet homme de manière générale qu'il n'aime pas du tout. Et c'est vrai qu'en termes d'histoire, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, sauf peut-être la politique pendant un long moment. En fait, le film n'est pas du tout axé sur la compétition électorale ou même le Covid de manière générale. Et dire de quoi parle le film, je trouve déjà que c'est un peu un spoiler. Parce que oui, ça sera durant le Covid, mais ça parle pas du Covid, ça parle pas de la politique de cette petite ville électorale, ça parle avant tout de politique. Donc c'est très dur d'en parler sans spoiler, je vais pas le faire tout de suite, mais Ari Aster, il a choisi de manière assez volontaire un moment de tension dans le pays. Ça parle de Covid, George Floyd, de toutes ces choses-là. C'est une fracture, je pense, sans précédent depuis un très long moment hein, dans le monde par rapport à la science, aux manifestations, aux conspirations. Et c'est ça le contexte de son œuvre. Ça ne veut pas dire qu'il parle de ça, mais c'est le contexte en tout cas. Parce que c'est une satire politique, sociétale, mais sans le côté, on va dire, allégorique de Boys Afraid, qui là était vraiment quelque chose de plus fantastique. Là, c'est beaucoup plus naturaliste et ça fait penser plus à un documentaire. Il veut rendre ça tangible. Il n'y a rien de fou, il n'y a rien même de caricatural. En fait, tout ça, c'est des choses qui ont eu lieu. C'est des choses qui ont existé. Il n'y a rien qui te semble loufoque, farfelu. Non, tout te semble tout à fait normal. Tu as vraiment l'impression que le but, c'était pas de faire une caricature ou une grosse satire, mais de raconter un moment dans un pays de manière sincère, réaliste, pendant 2 heures de film, ça qui était intéressant. Donc il reprend voilà, des vraies choses, les réseaux sociaux, les conspirationnistes, la brutalité policière, l'hypocrisie des hommes politiques, surtout démocrates, la société en ébullition, qui est en réalité la vraie thématique hein, de l'œuvre, les masques, le racisme, les sectes, la déshumanisation par rapport à des humains qui au fait sont pas du même bord politique. Il exagère pas du tout. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il exagère pas du tout. Vraiment, il reprend des choses, des faits divers qui ont existé et il en fait pas du tout des caisses. Parce qu'en fait, la situation de base, je pense que si on avait fait un film similaire à ça en 2015, on aurait été choqué. On aurait dit, putain, c'est une satire, c'est ridicule, c'est loufoque, ça n'arriverait jamais. Mais là, en 2025, on a vécu le Covid, c'est un film de l'ère Trump aussi, mine de rien. Le film n'est pas du tout dans la caricature. C'est des choses qui ont eu lieu. Du coup, tu regardes un film qui, en théorie, aurait dû être complètement fou, loufoque, un truc qui est devenu une banalité pour tout le monde. Et je pense que juste pour ça, c'est assez intéressant parce que c'est tellement ridicule que, en théorie, on devrait rire. Il y a certains moments où on rigole un petit peu parce que c'est un peu loufoque. Après, on se rappelle qu'il n'y a rien de loufoque. Parce que ça a eu lieu. Alors oui, il y a des choses qui ont eu lieu qui peuvent être loufoques. Mais en fait, on s'est tellement habitué à des comportements aussi bizarres que, fatalement, là, le film ne nous choque pas. Le film n'apporte rien de particulier. Sauf un petit truc que j'évoquerai en spoiler. Mais c'est ça que je pense va beaucoup diviser. C'est que, fatalement, c'est un film qui te montre ce qui s'est passé sans trop de fiction non plus, sans trop de subtilité non plus, parce que c'était tellement in your face comme moment
dans la vie du monde et de l'Amérique, mais nous on peut s'y reconnaître hein, clairement aussi en tant qu'Européens ou même Français. Là où Boys Afraid, Hérédité, Midsommar, il y avait des métaphores, des choses comme ça, là il n'y a rien. C'est vraiment aucune exagération, voici ce qui s'est passé, on l'a tous vécu, c'est comme ça, c'est une belle capsule temporelle qui est intéressante de ce point de vue-là. Moi, je pense du coup que ça manque clairement d'inspiration, ça manque d'originalité, ça manque de choses fascinantes à raconter, parce qu'en fait, il parle pas de ça. Il parle pas du Covid, il parle pas des gens, il parle pas de tout ça. Il parle d'un truc très précis que j'ai pas vraiment envie d'évoquer par rapport à la société, j'en parlerai surtout en spoiler. Et cette approche documentaire au traitement des thématiques et la mise en scène où fatalement il raconte pas grand-chose, je trouve qu'il oublie parfois le cœur de son film. Vu que c'est pas une critique du Covid et des restrictions de ces choses-là, c'est plutôt une critique de un certain moment dans la société qui peut faire des choses négatives. Et il oublie un peu ses personnages, c'est-à-dire qu'il a plein d'idées de mise en scène. Enfin, franchement, Ari Aster, je trouve que c'est un metteur en scène qui est toujours original dans sa mise en scène, dans ses idées. Il y a plein d'idées par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux images. Il y a une image qui est assez dingue d'un plan qui va vers une sorte de masque de quelqu'un et le masque est noir. Et ça dézoome en mode transition de ce masque pour révéler, genre vous savez, les trucs qu'il y avait à l'époque pour George Floyd, ces images noires Instagram. Il y a un lien thématique avec qui porte ce masque et le truc George Floyd que je trouve assez génial. Il y a un truc par rapport aux armes à feu, il y a un moment un personnage qui va tirer dans une sorte de cible et on va voir le personnage à travers le trou de la balle de super loin et c'est un symbole par rapport à ça. Il y a une colline à un moment qui va jouer sur une sorte de silhouette. J'ai pas trop envie de trop en révéler ici évidemment, mais ceux qui ont vu le film comprennent. Il y a un data center qui est hyper présent dans le film de manière assez intelligente je trouve aussi. C'est un western avec les réseaux sociaux. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Et lorsque justement il se concentre sur les personnages, lorsqu'il les humanise sans parfois trop les juger, sans avoir un biais politique partisan. Alors attention parce qu'il y a une grosse différence entre un film partisan, genre démocrate républicain, et en même temps un film qui est politique. Parce que le film est fondamentalement politique, mais il n'est pas forcément partisan, je trouve. C'est pas en mode les démocrates ou les républicains ou quelque chose comme ça. C'est pas un truc qui va parler de ça. C'est un film qui va parler de la politique et critiquer la société de manière générale. Et c'est peut-être l'un des défauts entre guillemets, mais en même temps l'une des choses qui rend le film intéressant, c'est qu'à la fois, il va pas oser être trop critique de l'extrême droite, de la gauche et même de l'extrême gauche, ce qui est rare parce qu'on parle rarement d'extrême gauche en réalité dans les œuvres américaines. Hein. L'extrême gauche, pour rappel, c'est les gens qui veulent créer une société via la révolution et via généralement la violence, chose qu'on n'a quasiment pas en fait dans le monde, ou en tout cas pas aux États-Unis, pas en Europe. L'extrême droite est bien plus présente pour le coup. Mais là, ça va parler de l'extrême gauche. Et ça, c'est intéressant aussi, je trouve. Et c'est ça qui est bien dans le film, c'est quand ça parle de ces gens-là, quand ça parle de personnages de manière générale. Et la faiblesse, d'après moi, du film, c'est que justement, il y a tellement de contexte, de politique, en mode listing presque, ah, rappelle-toi, il s'est passé ça, ça et ça, que parfois, il oublie le traitement du drame de ces personnages, parce que lorsqu'il en parle, bah, c'est vachement bien, mine de rien, parce qu'il y a un vrai truc par rapport au développement, qu'ils sont, ça raconte plein de choses sur la société, plus qu'en fait, le listing des choses qui ont lieu, des faits divers, et cette ébullition de la société est la chose la plus intéressante, même si je trouve le cheminement vers cette ébullition un peu simpliste, et pas très inspiré, mais fatalement, c'est un peu le but. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec voulait faire un film qui était réaliste. Et c'est ça, hein, ça l'est. Genre tu vois le film, tu dis ouais, honnêtement, tout peut se passer. Il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de bizarre. C'est une approche qui est vraiment en mode ok, ça a eu lieu. Et il y a un moment où le film a une sorte de tournant où on se dit ok, bah ça a eu lieu et on va aller un peu plus loin. Et c'est là que le film est vraiment intéressant. Mais sinon, oui, c'est une sorte de capsule temporelle. Et ça, je pense que les gens vont apprécier ou pas, parce que moi, j'aime bien voir ce metteur en scène mettre justement en avant le Covid, comment ça a été fait, sans forcément qu'il traite ça avec beaucoup de jugement, mais juste qu'il le montre de manière esthétique. Et en même temps, bah, ça me dérange parce que lorsqu'il parle de personnages, c'est vachement bien, mais on n'en parle pas beaucoup. C'est ça aussi le souci, entre guillemets, pas beaucoup, hein. Vous m'avez compris. Donc justement, lorsque le film est humain, je trouve vraiment bien, je trouve fascinant, mais beaucoup du film, c'est des rappels de ce qui s'est passé pendant le Covid, sans forcément avoir un grand impact sur les personnages, sur qui ils sont. Et je trouve qu'il y a une approche un peu, les deux extrêmes sont mauvais, qui est un peu lâche d'après moi et qui ne prend pas vraiment parti pris. Ce qui est à la fois lâche, mais un petit peu intéressant. C'est pas genre Alex Garland qui fait Civil War. Civil War, c'était vraiment lâche, sans propos, c'était vide. Là, il y a un propos qui attaque un peu tous les côtés en étant quand même bien plus critique, je trouve, de l'extrême droite et de la société de manière générale, sans être partisan, encore une fois. Et c'est ça qui est peut-être fascinant aussi, c'est la manière dont il veut représenter l'Amérique avant tout, parce que c'est un film contre l'extrémisme, ça c'est une évidence, de gauche et de droite d'ailleurs, et c'est pas souvent que je vais dire ça, mais là c'est vraiment le cas. En général, les œuvres américaines, elles ont tendance à être contre l'extrême droite, mais là c'est vraiment contre les deux. Bon, sauf qu'encore une fois, l'extrême gauche n'existe pas aux États-Unis, hein, c'est une fiction, pour le coup, quasiment pas, en tout cas dans les urnes, ça n'existe pas. Et en même temps, ce portrait de l'Amérique, il veut le faire de manière la plus sincère possible, en prenant des choses qui ont eu lieu, sans vraiment ajouter quelque chose de nouveau. Le but, c'est vraiment, voici ce qui s'est passé,
voici comment moi je vois l'Amérique en 2020, et je vais rajouter un peu de fiction qui rend la chose un petit peu différente. Donc c'est très difficile d'en parler sans spoiler évidemment, mais c'est un film qu'il faut laisser cogiter. Je pense que des gens vont détester au début, vont réfléchir, vont bien aimer. Moi, j'ai pris du temps à écrire cette critique et cette vidéo sort un peu tard parce que je savais pas trop quoi en penser pendant un moment. En réalité, ça qui m'a un peu perturbé aussi, parce que c'est pas un film d'acteurs. Voilà, les acteurs sont bons, mais c'est pas un film de dialogue, de personnages, d'alchimie, non. C'est un film clairement sur une époque, sur un moment, presque en mode, vous savez, comme Tarantino fait son Once Upon a Time in Hollywood, avec une époque bien précise où vraiment il change l'histoire. Bah là, il fait un peu la même chose, sans forcément changer l'histoire, mais en achetant un truc un peu nouveau. Donc moi, c'est un peu une sorte de Once Upon a Time in Hollywood du Covid, donc un peu plus névrosé, plus problématique et tout, qui va peut-être énerver des gens. Et il y a des gens qui vont adorer. Donc moi, je suis un peu entre les deux, honnêtement. J'ai trouvé le film bien, il laisse pas du tout indifférent. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont adorer, qui vont être pris vraiment par l'ambiance, par tout ce qui se passe, les idées. C'est pas un metteur en scène nul qui fait le film pour le coup. Il tente des choses, qu'elles marchent ou pas pour les gens. C'est pas un film de tâcheron, ça c'est évident. Ça va diviser, ça c'est évident aussi. C'est 2h30, il y a des gens qui vont se faire chier. Moi, j'étais quand même happé par l'histoire, j'avoue. Donc, j'ai aimé. Il faut que je le laisse un peu mijoter parce que je pense qu'il y a des choses qui vont peut-être moins me plaire par la suite et beaucoup plus me plaire plus tard. Il faudrait que je revoie le film, mais j'ai pas envie de le revoir tout de suite, honnêtement. J'ai envie de laisser ça pendant un moment, mijoter, voir ce que les autres gens vont dire par rapport à ça, confronter un peu mes idées et peut-être que ce sera disponible en VOD ou Blu-ray, j'achèterai ou je le regarderai ou je louerai, peu importe. Mais en tout cas, ça va pas vous laisser indifférent. Moi, j'ai aimé, j'ai trouvé que la proposition était curieuse, intéressante, moins radicale, voire pas radicale du tout. Pour le coup, c'est peut-être son film le plus sage, où il tente le moins de choses, mais à la fois, c'est le but. Le but, c'est de dire, ok, on regarde mon pays à une époque précise et on regarde l'impact que ce Covid a eu sur une génération entière et sur un pays, et on regarde la fracture. En fait, on n'a pas beaucoup de films qui sont portraits d'une Amérique durant le Covid, et ça, c'est peut-être le premier que je vois, que je trouve vraiment bien, assez fascinant, sans être parfait, et que beaucoup de gens vont considérer comme une énorme bouse. Mais moi, le parti pris que le film a pris, pour le coup, j'ai trouvé assez fascinant, pour le coup, c'est ça le terme. Donc ça va diviser. Il est dur à recommander parce que je pense que les gens qui sont curieux de cinéma, qui veulent voir une offre, on va dire, un peu particulière, vont apprécier. D'autres gens qui vont aller voir le film parce que Joaquin Phoenix ou Pedro Pascal ou Emma Stone vont peut-être passer complètement à côté parce que c'est pas un film qui est là pour les personnages, pour le drame, forcément. Il parle d'un pays, à un moment précis, une sorte de slice of life. Et pour moi, ça s'arrête un petit peu là. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein, évidemment, mais c'est ça un peu le truc. Donc, voilà, je peux peut-être vous le recommander pour ces gens-là. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, on va passer en spoiler. Personnellement, je suis un peu divisé sur la question des réseaux sociaux parce que je trouve qu'à la fois, ils sont intéressants d'en parler parce que les réseaux sociaux étaient tellement majeurs et énormes, surtout TikTok, il parle beaucoup de TikTok, qui a percé grâce au Covid aussi, ou en tout cas, ça a peut-être accéléré la vitesse de pénétration de TikTok dans tous les endroits du monde, littéralement. Mais fatalement, je trouve que c'est mal utilisé parce qu'en fait, on dirait juste des médias traditionnels. Il n'y a pas vraiment d'interaction par rapport aux réseaux sociaux. Peut-être c'est un peu bizarre parce que tu sais, on a vu des films comme Decision to Live ou même Les Graines du figuier sauvage où utilisaient bien les téléphones et les réseaux sociaux. Là, c'est juste qu'au fait, le réseau social, c'est un moyen d'envoyer un message et puis basta. Tu sais, il scrolle un peu sur les réseaux, mais il lit jamais des commentaires, il voit pas l'impact que ça, forcément, tout ça. C'est juste un moyen pour les personnages de communiquer entre eux et avec le monde sans qu'il y ait la perspective des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a des gens qui réagissent, qui partagent, qui commentent et tout. Et ça, c'est pas utilisé. Je dis pas que c'est une critique négative, hein, je dis juste que c'est pas vraiment utilisé. Et je pense que ça aurait été intéressant que ce mec-là lise les commentaires. Ça aurait été intéressant qu'on voit l'impact des manifestations qui est amplifié par rapport à des commentaires, par rapport à des gens qui repartagent, par rapport à des likes et tout. Ce qu'on n'a pas vraiment ici. C'était pas le but de l'œuvre. Je pense que ça aurait été plus intéressant de voir comment les réseaux sociaux peuvent matrixer les gens via aussi les fonctionnalités des réseaux sociaux. Ce qui n'est pas le cas ici, malheureusement, et je trouve que c'est un peu une déception par rapport à ça. Mais ça montre évidemment la propagation des idées, la rapidité de ça, même si c'est pas montré forcément par la mise en scène. Et ça montre aussi que les réseaux sociaux permettent de complètement matrixer des gens, comme la mère qui est obsédée et qui est devenue conspirationniste à cause de certains blogs, youtubeurs et tout. Il y a voilà, plein de choses par rapport au Covid, au vaccin, aux tours jumelles à un moment. Bref, ils parlent souvent de ça à cause des réseaux sociaux et comment ça peut complètement détruire le cerveau et manipuler, désinformer des gens qui sont peut-être fatalement intelligents, qui ont une culture normale et tout, mais les réseaux sociaux sont tellement puissants, mais on ne le voit pas assez. Il y a des liens internet, des pages et tout, mais on montre jamais, je trouve, assez bien l'impact de l'outil du réseau social par rapport aux gens. Alors oui, ils changent, hein, les gens, je dis pas, mais on montre pas assez les fonctionnalités, je pense que ça aurait été intéressant. Bon, c'est un peu du chipotage, mais évidemment, c'est bien présent dans l'œuvre, et c'était important, c'était crucial, et c'est cool de voir des films qui utilisent les réseaux sociaux, parce que c'est rare
en réalité. Et j'ai envie de parler du personnage d'Emma Stone parce que c'est un personnage qui est intéressant parce qu'elle est malade, clairement, elle a pas de travail, d'ailleurs c'est son mari qui lui achète les poupées via un autre compte et tout, ses sculptures, entre guillemets, elle a un vrai problème, elle va pas bien, elle se radicalise par la religion, par la prière. Et ça c'est hyper intéressant parce que dans la vraie vie, la religion a fait un retour en force avec le Covid. Le Covid a mis des gens dans la religion, ça c'est une évidence, c'est elle qui sont un peu perdues, qui est délaissée par son mari, sa mère elle est un peu folle, qui s'occupe pas d'elle, au contraire c'est plutôt elle qui s'occupe de sa mère, elle en peut plus, du coup elle est vraiment faible, on ne sait pas pourquoi elle veut pas avoir d'enfant réellement au début, bon il y a plein de problèmes comme ça où on sait pas trop ce qui se passe, mais fatalement elle commence à se radicaliser, elle commence à participer de plus en plus à des réseaux sociaux, surtout à une secte évidemment, et c'est ça qui va être je pense assez intéressant mine de rien, mais aussi, d'après moi, ce qui est fort, c'est que vu qu'elle se sent seule dans cette famille, qu'il a jamais comprise et que on ne sait pas pourquoi elle est comme ça, elle tombe dans cette secte, qui est une secte où elle tombe enceinte parce que le mec de cette secte, le gourou, Austin Butler, l'a manipulée. Tellement qu'en fait, il utilise les mêmes paroles que Austin Butler à un moment. Mais pourquoi il s'est fait manipuler par Austin Butler? C'est qu'en fait, c'est un leader charismatique, un peu fou mais beau gosse, il profite clairement des faibles et il ment aussi, évidemment, mais surtout il profite d'une catégorie de faibles. Il profite des gens qui ont été violés en tant qu'enfants. Et c'est ça que tu comprends par rapport à ça. Elle a été violée par rapport à quelqu'un lorsqu'elle était gosse. Et la figure du parent, on imagine que c'est peut-être un parent ou un truc comme ça, parce que la figure du père est toujours un peu, voilà, par-ci par-là. C'est-à-dire que d'un côté, elle a pas de père, l'autre côté, c'est la famille de Pedro Pascal qui a pas de mère. Donc la figure parentale, je dirais, est vraiment absente pour plein de raisons différentes, et généralement à cause du père, donc on imagine qu'elle a été violée par le père, et c'est ça qui est fascinant je trouve, c'est que lui utilise, et on le voit dans l'œuvre, que des victimes de pédophilie pour, justement, d'après lui, affronter la pédophilie. C'est lui qui le dit, hein. Il dit que justement lui aussi a été violé, il a été emprisonné, des choses comme ça, et il utilise ces mensonges, parce que clairement c'est un mensonge qui est très proche des républicains. Vous savez, aux États-Unis, beaucoup des républicains parlent beaucoup de pédophilie, parce que d'après eux, les Clinton, les démocrates, c'est tous des pédophiles et tout. Ça l'est sûrement pour beaucoup d'entre eux, mais en tout cas, surtout avec les fichiers Epstein, on le voit en ce moment avec Jeffrey et tout, bref, il y a tout un débat sur ça, mais c'est un argument vraiment très républicain aux États-Unis en ce moment, et c'est hyper d'actualité. Donc lui utilise la haine des pédophiles tout en prenant des victimes de pédophilie pour créer sa secte, devenir un gourou. Pourquoi? Pour le pouvoir, pour mettre enceinte quelqu'un. On la voit à la fin, Emma Stone, elle est tatouée en plus et tout, elle est enceinte, alors qu'elle a jamais été enceinte avec le personnage de Joaquin Phoenix. Donc ça, c'est assez intéressant, mais c'est pas très présent dans l'œuvre, mais c'est fatalement intéressant parce que c'est un lien avec tout ce qui se passe dans cette société américaine par rapport à la montée des religions, des sectes et tout, qui est vraiment, je trouve, quelque chose qui est pas mal à voir dans l'œuvre, même si c'est pas toujours, je trouve, en termes de mise en scène de scénario, forcément hyper brillant, hyper bien utilisé. Il n'y a pas cette menace. Tu vois, à chaque fois, je me disais, peut-être c'est lui le vrai méchant de l'œuvre, et tout, non, c'est un truc à côté. Je trouve que l'intrigue d'Emma Stone, même s'il est évidemment inclus dans l'œuvre, n'est pas hyper impactante émotionnellement comme celle-ci. Elle aurait pu être beaucoup plus impactante et forte, mais en tout cas, ce qui est fascinant, je trouve, c'est que ça utilise vraiment beaucoup le Covid. Les excuses sur le masque, on peut pas respirer, je suis asthmatique, le manque de liberté. Pedro Pascal qui respecte pas non plus, hein. D'ailleurs, hein, il fait sa petite soirée en mode c'est un conseil municipal, c'est essentiel. Le shérif qui demande, bah attends, qui a décidé que c'est essentiel? En fait, c'est un abus de pouvoir par rapport au maire, c'est le masque sous le nez de certaines personnes. Bon, il n'y a pas de cas Covid dans la ville, pourtant il y a des restrictions Covid. Il y a une ligne imaginaire où tu mets le masque, une autre ligne imaginaire juste à côté où en fait bah, tu mets pas le masque. C'est ridicule et j'aime bien parce qu'ils se moquent de ça. Moi évidemment j'étais très pro-masque, vous le savez si vous connaissez la chaîne, hein, j'étais pas parmi ces moutons anti-vaccin, anti-Covid. Au contraire, moi j'étais vraiment pro pour ça parce qu'en fait c'est ridicule de pas mettre un masque. C'est ridicule de pas se faire vacciner. Bon, il n'y avait pas le vaccin encore ici, mais c'est ridicule. Et c'est ça que les gens tournent en dérision. C'est qu'en fait, ouah, c'est la fin de la liberté pour un masque. Et ça qui est bien, et je pense qu'ils s'en moquent assez bien. Mais ils se moquent aussi des restrictions. C'est-à-dire, voilà, il y a une ligne imaginaire. Là, il y a des restrictions, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Covid. Et à un moment, il faut être un peu réaliste aussi. Et ça, j'aime bien, parce qu'ils se moquent un peu des deux côtés, sans forcément dire que, voilà, c'est con des deux côtés, quoi. Ça, je trouve qu'il y a un truc un peu de respect par rapport à ça, qui est pas mal, parce qu'en vrai, ces arguments, ils se tiennent. Genre, bon, pas le truc de respirer et liberté, mais le truc des lignes, des restrictions qui décident. Il y a une vraie hypocrisie que j'aime bien. Et surtout, l'hypocrisie que j'aime bien, c'est qu'en fait, ils se moquent beaucoup des manifestants, vous savez, pro-BLM, antiracistes et tout, parce qu'en fait, les antiracistes, c'est que des blancs qui doivent s'excuser à chaque fois. Ils sont en mode, oui, en fait, moi, je suis blanc, mais je suis déconstruit, plein de trucs comme ça, constamment et tout. D'ailleurs, à table, il y a un gosse qui est moqué parce qu'il essaie d'être antiraciste, et en fait, on lui dit, mais attends, mais t'es vraiment con, enfin, on est blanc, de quoi tu parles? D'ailleurs, c'est ça la critique, c'est que l'un des mecs, il est antiraciste, BLM et tout, pour draguer une meuf. C'est tout. Lui, il s'en bat les couilles. Il est pas du tout antiraciste. Il veut baiser. Non, mais c'est ça la vérité. Et quand justement il n'arrive pas à baiser à cause de ça, il continue. Donc il y a un truc un peu genre incestueux de ces gens-là qui sont que ensemble uniquement parce que tu sais, ils sont déconstruits et tout. Mais au final, ils sont un peu ridicules.
même si l'intention est bonne, parce qu'il y a des vraies mauvaises intentions, signalements de vertu par rapport à ça. Et j'aime bien qu'ils critiquent ça, je trouve ça intéressant, surtout que, encore une fois, il y a quelques hispaniques, mais c'est grosso modo un combat de blancs. Pourquoi est-ce que c'est que les blancs qui font ça et tout, donc ça c'est assez fascinant. Et en plus de ça, il y a un truc hyper irrespectueux, c'est qu'ils vont voir le flic et on lui dit mais attends mais mec tu devrais être avec nous, t'es de la police donc à cab en théorie, c'est ça qu'ils disent les manifestants, tu devrais être avec nous, t'es victime de racisme, mais lui il a pas vécu le racisme. En tout cas c'est ce que le film nous dit, lui il était au calme, il était flic, il avait des collègues, il n'y a jamais eu de racisme, mais justement les tensions par rapport à George Floyd et tout ont fait que les flics ont pu montrer leur racisme. Ils étaient déjà racistes avant, mais ils ont montré leur racisme. En plus, il y a un truc où il était avec cette meuf-là avant, ils se sont vus et tout, ils ont eu des relations sexuelles. Il y a un truc par rapport au viol, tu sais, genre elle a 18 ans, lui il est beaucoup plus vieux pour le coup. Il y a un truc en mode, est-ce qu'il était majeur, mineur, on ne sait pas s'ils ont vraiment couché ensemble ou pas. Il y a un truc par rapport à ça qui est vraiment sous-entendu, et c'est sous-entendu par rapport à beaucoup de personnages dans l'œuvre de manière générale. Et j'aime bien parce qu'en fait, il fait partie d'un système qui l'oppresse lui, mais vu qu'il fait partie de l'oppresseur, jusqu'au moment où il est oppressé lui-même par rapport à sa couleur de peau, et ils veulent lui faire porter le chapeau, c'est cool. Mais à la fois que elle va le voir en manifestation, même s'ils avaient un truc avant, c'est un peu particulier, soyons d'accord. C'est pas parce que le mec est noir qu'il va forcément être d'accord avec toi. Donc ça qui j'aime bien, parce qu'en fait le mec en réalité, c'est un mec de droite, libertarien, je pense pas qu'il est d'extrême droite, mais il est vraiment en mode Bitcoin, Ethereum, fan d'armes et tout, un peu cliché l'extrême droite aussi américaine, mais pas forcément. Et il est face à des gens qu'il aime bien, en réalité, et il découvre le racisme en même temps, t'as l'impression. Et à la fin, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'à la fin, il veut se venger. Donc le mec a subi du racisme institutionnel, subi le racisme direct aussi de ses amis. On a essayé de le recruter dans un mouvement BLM juste parce qu'en fait, il y avait que des blancs dans le mouvement, voilà, pour la bonne cause pour lui, mais lui, il vivait bien. Et à la fin, il veut se venger quand même. Genre, le mec a souffert à cause de plein de choses différentes, et on le voit qu'il s'entraîne pour être un meilleur tireur et se venger fatalement. Et c'est le cycle de la violence. Voilà, le mec a pété un câble, Joaquin Phoenix, et ça sera à lui de péter un câble. On le voit parce qu'il a souffert énormément. Et c'est tout le but de l'œuvre. En fait, la société rend les gens fous. Que ce soit la société de gauche, d'extrême droite. C'est pour ça que le film est un peu plus, je dirais, critique de tous les bords. Parce qu'en fait, les gens ne se comprennent pas. Les gens ne communiquent pas comme il faut. Et c'est ça la critique. C'est qu'en fait, c'est une société où les gens, ils ont tous les réseaux pour communiquer. Ils ont tout pour bien communiquer. Et ils le font mal. Et c'est ça, pour moi, la meilleure chose dans l'œuvre aussi. Et il y a plein de choses que j'aime bien, forcément les antifas à la fin, alors évidemment c'est pas lui l'antifa, mais c'est l'extrême gauche violente qui utilise les manifestations pour tirer sur du flic, pour être hyper violent, pour en massacrer, parce que voilà, c'est comme ça qu'ils font quoi. C'est ça les antifas, ils ont été détournés, c'est devenu un groupe terroriste aux États-Unis d'après le film, et en plus de ça on les voit comme des riches, blancs, équipés, contre le petit bonhomme de la ruralité républicain. Alors qu'ils sont pas forcément démocrates, les antifas, mais bon, on imagine, ils sont anarchistes, tueurs et tout. Et ça, c'est une critique que je trouve assez intéressante parce que le film, à la fin, décide quand même de se dire, ok, l'extrême droite, c'est pas bien, mais l'extrême gauche non plus. Alors, fatalement, dans la vraie vie, encore une fois, l'extrême gauche n'existe pas. Hein, des antifas terroristes, ça n'existe quasiment pas dans le monde. Hein, pour le coup, il y en a, je dis pas qu'il y en a pas, ça existe beaucoup moins que des gens d'extrême droite dans les urnes et tout. Mais c'est intéressant parce que le film te dit, ok, quand même, on regarde du point de vue de ce mec-là, surtout parce que le film est du point de vue là, il y a des gros terroristes partout. Tu vois, le mec est dans une parano totale où il y a des terroristes partout, et ça qui est assez intéressant. Et un autre truc qui est intéressant, je trouve aussi, même si on peut ne pas être d'accord, parce que le but du projet et du film, c'est de dire, ok, les extrêmes sont mauvais. Les deux, c'est littéralement ça. Et vous savez que moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Bon, je suis pas d'accord avec les terroristes, on est d'accord. Mais voilà, il y a un extrême qui est bien plus présent, bien plus dangereux. L'autre n'existe quasiment pas. Mais là, ce qui est fascinant, c'est que le film te dit les deux sont mauvais. Qu'on aime ou pas, c'est l'approche du film. Et moi, je la trouve assez intéressante, mine de rien. Et surtout, on le voit, ce gamin-là, qui au fait fait semblant d'être d'extrême gauche ou même de gauche de manière générale, pour draguer. Et on comprend depuis le début qu'en fait, le mec est de droite, voire d'extrême droite au final. Et à la fin, il rencontre une députée, Marjorie Taylor Greene, qui est une députée d'extrême droite. Il devient riche grâce aux réseaux sociaux parce qu'il a tué un mec. C'est particulier, en plus, tu filmes un gars que tu butes. Bon, il a toujours été d'extrême droite, on le voit avec ses parents aussi et tout. Ça, j'aime bien, parce qu'en fait, lui, il voulait juste baiser des gens de gauche, parce qu'il aimait la meuf. Et fatalement, il devient de droite. Enfin, il assume son identité d'extrême droite à la fin. Et il est récompensé, il va en Floride et tout. Floride, c'est quand même un état très républicain. Donc ça, j'aime bien, parce qu'il est récompensé par le fait qu'il est d'extrême droite et que c'est assumé. Et ça, c'est particulier, parce que moi, évidemment, je pense pas que l'extrême droite devrait être récompensé dans une œuvre, mais il est récompensé par ça. Et ça, je trouve que le film le fait vraiment dans un point de vue un peu centriste, en mode regarde, tu peux être d'extrême droite, faire un acte héroïque, et quand même rester d'extrême droite, et être félicité, et gagner bien ta vie, devenir une star des réseaux et tout. Et ça, je trouve que c'est une critique de la société qui est intéressante. On récompense les tueurs de une, mais surtout un mec qui est fatalement d'extrême droite. Et ça, Ari Aster te dit, bah oui, dans la vraie vie, c'est ça aussi. Qu'on aime ou pas, c'est comme ça. Et ça, je trouve que c'est une critique qui est assez intéressante dans l'œuvre, parce qu'on récompense clairement en tant que personnage un mec qui est
ouais, mauvais, quoi. Parce que être d'extrême droite, c'est fondamentalement, objectivement, mauvais. Et pareil, ce qui est intéressant, c'est que Pedro Pascal, clairement démocrate, qui est en train de lécher les bottes du système, il reçoit même une sorte de médaille du maire, ou je sais pas, du gouverneur, je sais même plus, qu'il a même pas donné en vrai. Tu sais, c'est en mode, tiens, sois mon toutou et tout. Il est clairement faussement démocrate aussi, entre guillemets, il s'en fout de tout sauf l'argent, la reconnaissance de système, il veut être carriériste, on le voit. D'ailleurs, il parle pas du tout comme un mec démocrate à son fils, hein, qui corrige et tout. Et en plus, c'est un violeur. En tout cas, c'est fortement sous-entendu qu'en fait, le mec, c'est un violeur. Il a pas mal de casseroles au cul, qu'à chaque fois, il dit non, non, j'ai pas violé. Mais du coup, le film te sous-entendant qu'en fait, c'est un violeur. En plus, il y a la mère qui l'a abandonné, on sait pas trop pourquoi, sûrement parce que c'était un mauvais mari. Bref, il y a plein de débats sur ça, mais c'est un mauvais personnage. C'est un mauvais gars. Et j'aime bien de voir cette hypocrisie de ce mec-là, qui est censé être gentil, démocrate, on respecte les règles et tout. En fait, c'est juste un lèche-bot du système, probablement violeur, qui est même pas hyper sympa avec son fils. Il se comporte d'ailleurs peut-être même un peu de manière autoritaire avec son fils. Donc ça, j'aime bien ces parallèles-là, qui sont pas mal. Et même le fils utilise plein de méthodes pour draguer aussi et tout. C'est des hypocrites. Et c'est ça qui est intéressant dans l'œuvre. Alors oui, la rivalité entre les deux, c'est pas le but de l'œuvre. Je suis bien d'accord, on comprend qu'en fait, ils ont un passé. Il y a peut-être un truc vraiment familial entre les deux. Enfin, familial, vous m'avez compris, hein. Il y a une haine. Mais c'est ça le but, c'est l'ébullition de tout ça derrière. Et pour moi, le gros cœur du film, c'est évidemment le personnage de Joaquin Phoenix. Parce que pourquoi? Il est humanisé. C'est un mec qui a l'air normal, on comprend qu'il est un peu conservateur et tout, mais il a pas l'air méchant en soi. Voilà, il est dans sa petite ville, réalité, voilà, il est ancré dans ce qu'il a vécu depuis toujours, il y a un hôtel dans sa maison par rapport à son père ou quelqu'un de sa famille mort, peu importe ce qu'il sait en réalité, qui était aussi un policier, donc il continue un peu l'héritage. On voit le monde de son point de vue en mode extrême, et c'est ça qui est fascinant aussi. Et à la fois, c'est un bon mari, tu vois, il respecte sa femme, ses limites sexuelles aussi, pour le coup. Il lui achète des cadeaux. Voilà, il accepte la mère de la femme, qui lui fait grave chier hein, dans cette maison. Il accepte clairement. Il veut faire du bien de manière générale. Et sa femme l'a trahi, ce qui le dégoûte, parce qu'en fait, sa femme lui a menti depuis le début. Et bref, c'est un truc qui lui fait encore plus de mal et ça le fait vriller. Et ça qui est, je trouve, hyper fascinant, c'est que lui, ce qu'il aimait bien, c'est sa petite vie. Alors, il aimait bien sa communauté, il aimait bien qu'il soit pas divisé, il aimait bien tous les gens qui vivaient ici, il était pas forcément raciste ou misogyne ou je sais pas quoi, il aimait bien sa petite vie. Alors, il aimait bien, il était content, et le Covid a tout détruit. Le Covid a divisé les gens, il y a des choses qu'il a plus aimées et tout, du coup il se présente pour devenir ce maire-là, mais il se présente pas parce qu'il veut être maire, il se présente parce qu'en fait il déteste le mec qui a violé sa femme, sauf que sa femme a menti, sa femme, enfin la mère de la femme a menti, il a jamais violé sa femme, c'est pour ça qu'il a cette haine envers lui, et justement quand il apprend que ce mec a pas vraiment violé sa femme, bah, il se sent complètement détruit et dépassé par les événements. En plus, il se drogue aux réseaux sociaux, il tombe, peut-être pas dans la secte parce qu'il a un peu de recul par rapport à ça, mais il tombe dans les réseaux sociaux, quoi. Et il devient lui aussi une sorte d'influenceur d'extrême droite pour justement gagner cette élection. Et des trucs en mode, vous savez, il y a des Bill Gates sur sa photo, sur sa voiture et tout, en mode bref, les clichés d'extrême droite et tout. Mais fatalement, c'est pas un débile. En fait, il est juste tourné dans un truc, et j'aime bien parce que le film l'humanise en disant, ok, regarde, ça peut arriver à tout le monde, c'est pas une flèche. Et il a toujours eu des instincts un peu voilà, de droite, voire d'extrême droite. Mais là, le Covid l'a radicalisé à mort. Et ça, on l'a tous vécu. Ça, c'est un truc intéressant parce que moi, j'ai perdu des amis à cause du Covid. Enfin, pas à cause de la maladie, hein, mais à cause du fait que, voilà, ils se sont radicalisés. Et moi, j'ai coupé les ponts avec eux, quoi. Personne n'a envie d'avoir des amis d'extrême droite. Et lui, il s'est radicalisé comme ça. Et je trouve que c'est bien de l'avoir humanisé. C'est ça qui est fort dans l'œuvre. Et en plus de ça, il y a des trucs qu'il comprend pas, lui. Tu vois, il se dit, pourquoi est-ce qu'on importe les problèmes des grandes villes? Tu vois, c'est Minneapolis, George Floyd et tout, bah nous, on n'est pas violents. Et d'ailleurs, la vidéo qui est tournée par rapport à lui qui s'occupe de l'SDF, en fait, elle est horrible pour lui parce que nous, en tant que spectateurs, on comprend qu'en fait, le SDF, il était pas méchant et le flic non plus était pas méchant. C'est juste que c'est le maire qui lui a dit de se débarrasser de lui. Du coup, il est un peu en mode victime d'un truc qu'il a pas réellement fait, mais il a un petit peu fait quand même et il est hyper mal vu à cause de ça. Du coup, ils importent les problèmes des grandes villes, il comprend pas pourquoi, il est perdu. Au fait, c'est un mec qui vit tranquillement, et d'un coup, il y a tout le monde, à cause des réseaux sociaux, et à cause des médias, qui est uni. Et t'as tout le pays qui commence à avoir des manifestations. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il va pas en manif avec un gun. Enfin, il a son gun et tout, mais il va avec un truc pour filmer. Alors oui, il a la réunion après, mais c'est symbolique qu'il aille en manif avec un truc pour filmer. Parce qu'en fait, il est pas là pour la loi et l'ordre, il est là pour sa campagne marketing et sa campagne électorale. D'ailleurs, la police, elle bosse plus à partir d'un moment. Ils font que des trucs pour qu'il soit élu. Voilà, ça c'est un truc que je trouve assez intéressant, mais c'est la société qui l'a détruit. Et justement, à la fin, quand il est moqué, quand il est humilié par tout le monde constamment, les deux gifles, ça l'a détruit. Surtout qu'on ne respecte pas son autorité. Genre littéralement, il a le droit de venir dans la maison du maire et de couper la musique, parce qu'il a été appelé pour tapage. Il a le droit de venir, et en plus on l'humilie. Donc là, le mec, il pète un câble. Donc ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, il est humain, et à cause de ce monde, ces sociétés, il a été complètement radicalisé, et son autorité pas respectée, sa personne pas respectée, et c'est l'accumulation de tout.
sa femme qui le quitte, la société qui est devenue folle, le mec qui a perdu et qui a été trahi et qui a clairement perdu l'élection et tout, que le mec pète un câble, quoi. Et ça qui est assez fou, c'est que je trouve qu'il a bien réussi, Ari Aster, à changer un peu les choses. Vous savez, maintenant, la manière dont on est radicalisé, c'est plus Taxi Driver. Maintenant, c'est Magazine Dreams et ce film-là. Et ça, j'ai trouvé plutôt pas mal. Regardez Magazine Dreams, c'est pas mal du tout pour le coup. Et c'est ça que j'ai bien aimé. En plus, le fait qu'il tue un SDF, c'est assez symbolique parce qu'en plus, c'est ses plans sur la colline. Vous savez, au début, il y avait le SDF. Ensuite, c'est le personnage du coup de Joaquin Phoenix. Et il y a un lien qui est fait entre le SDF. Parce que le SDF, en fait, c'est un rejeton de la société. Les SDF dans la société sont ignorés, sont mal vus. Tout le monde s'en fout des SDF dans la société. Et en fait, Joaquin Phoenix, par le symbole, en le tuant lui, devient aussi le SDF par la mise en scène et tout, parce qu'en fait, il n'a plus rien, plus personne. Et tout le monde le rejette et il n'existe quasiment plus. Donc c'est pour ça qu'il décide d'attaquer aussi le personnage de Pedro Pascal. Et il accuse l'extrême gauche, ce qui est un vrai truc qui arrive en vraie vie d'ailleurs. Il accuse ces gens-là, les BLM et tout. Il plante justement des fausses preuves et il utilise tout. Tu vois, à la base, on ne dirait pas qu'il est raciste. On ne dirait pas que c'est un mec anti-gauche et tout, mais voilà, pour s'en sortir, il va le devenir. Et ça, c'est intéressant parce que beaucoup de gens, pour s'en sortir dans leur vie, ils vont se radicaliser. Et je trouve ça assez fort. Et en plus de ça, il est nul. Tu sais, il manque une balle, une douille de balle, il fait plein de conneries, il laisse les traces des pneus. Le mec est nul. Le mec est vraiment nul. Mais il s'en fout parce que à ce stade, il a, entre guillemets, abandonné, quoi, t'as l'impression. Et il utilise n'importe quelle excuse pour s'en sortir. Il a déjà tué, va retuer. Bon, c'est un peu l'idée. Et je trouve ça pas mal du tout. Et la scène d'action finale, j'aime bien parce que c'est l'excès le plus total. C'est l'abus. C'est le mec qui a pété un câble. Il tire sur tout le monde, dans des bâtiments, sur évidemment le mec de Première Nation qui est là. Bon, voilà, c'est le symbole d'un mec qui a pété un câble. Bon, ça fait penser à plein de films du style, évidemment. Et j'aime beaucoup le personnage de Première Nation, je sais plus comment il s'appelle, mais qui lui est ignoré vraiment par le film, entre guillemets, mais qui fait le vrai bon travail du héros de manière juste, honnête. Il fait son vrai bon travail de flic en réalité. Et en même temps, on parle beaucoup du sol. Parce qu'ils veulent mettre le data center. Rappelez-vous, on parle beaucoup de ce terrain-là qui était peut-être un terrain du coup des Premières Nations qui était là avant. Et lui, il n'est pas dans les manifs. Lui, il fait son travail. Bon, il comprend pas forcément toujours ce qui se passe, mais il fait son taf. Et il veut être un peu ce symbole de justice et tout. Il fait bien, normalement, ce qui est censé être son travail, mais il est puni par ça à cause des extrêmes. Et au fait, on voit que dans cette lutte des extrêmes, c'est les minorités qui souffrent. Et c'est surtout les gens qui étaient là, qui ont été colonisés par les Américains. Enfin, c'est lui l'Américain, en théorie, à la base. Donc ça qui est intéressant, c'est que j'ai bien aimé que ce soit une personne de Première Nation qui ait ce rôle-là, parce que ça change vraiment la dynamique de l'œuvre de manière générale, et je trouvais ça assez fort. Et j'aime beaucoup la manière dont ce personnage-là, au final, il est tombé dans la propagande. Au fur et à mesure, tu dis, il va mourir du Covid, parce qu'il s'est moqué du Covid tout le long, il commence à tousser, je veux dire, il va mourir du Covid. En fait, il y a pire. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, vu que le mec, fatalement, survit l'attaque à la fin, il est paralysé à vie, il a une vie où il est traîné littéralement comme un rejeton de la société, même si on s'occupe de lui, même s'il a gagné l'élection. Il a tout ce qu'il voulait, mais fatalement, qui a gagné? C'est le capital. Le data center, il était contre. Il a quand même été instauré. La mère, qui est en fait la vraie mère, entre guillemets, enfin la mère, vous avez compris, elle, qui domine la situation, c'est de conspirationnistes. Ils sont devenus riches et tout, ils ont plein d'accès à plein de trucs. C'est devenu un héros pour cette ville. Mais qu'est-ce qui a changé? Bah rien. En fait, c'est le programme du démocrate qui était appliqué. En fait, ça n'a rien changé. Donc il est impuissant, il voit sa ville changer comme il voulait pas, il n'a plus aucune puissance physique, il a été puni pour ce qu'il a fait, ses crimes et tout, pire que mourir, hein. Il n'est plus personne. Voilà, il est une coquille de lui-même, quoi. Il peut bouger un bras, et il peut plus parler. Enfin, c'est vraiment horrible comme sort, mérité parce que c'est un tueur et tout, et le film le punit, mais c'est intéressant parce que même s'il a gagné l'élection, bah tant pis, ça n'a rien changé. Enfin, la ville n'a rien changé, c'est comme si rien ne s'était passé, tu vois, même si c'était lui ou l'autre, le data center allait être construit. Parce que le capital, le gouvernement, les entreprises sont plus puissantes que leur petit délire de ville rurale, quoi. Le data center, il est prévu avant même les élections. Enfin, quoi qu'il arrive, peu importe l'élection, le data center, il est là. Donc ça, c'est une morale, je trouve, assez intéressante et assez forte. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord? On pourrait parler encore de plein de trucs, j'oublie sûrement plein de choses, hein, mais voilà. Il y a plein de choses intéressantes dans l'œuvre. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai envie d'avoir votre avis. Ça, vous abonnez à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.